Cette semaine, dans le balado, on déverse du fiel entre filles dans un luxueux loft montréalais et on fait équipe afin d'arrêter un massacreur de Dieu. Bienvenue dans mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Cette semaine, on peut dire qu'il y a beaucoup de girl power. Positif et négatif à certains égards. Ouais, c'est ça. Donc, avant de parler d'un film québécois qui était assez attendu et du 29e film de l'univers Marvel, petit tour d'actualité. Oui, bien sûr. Tu me permets de débuter? Ben, vas-y. Oui, je vais débuter en film jeunesse, parce que Les Contes pour tous recommencent, si on veut. Bonne nouvelle. Oui, ça avait été vendu il y a quelques années, là, toute la franchise. Je sais plus si c'est après le décès de Rock de Mers ou un peu avant, quelque chose comme ça. Là. Je sais plus s'il avait travaillé sur la passation. Uh-huh. Donc, ça va être la première production, si on veut, depuis. Ça va s'appeler Coco Ferme. Et on annonçait, entre autres, que Benoît Brière avait rejoint la distribution. Il y a, entre autres, je connaissais pas tous les noms, je dois dire, mais Louis-Philippe Dandenault et Steve Laplante, qu'on a reçu récemment pour Babysitter. Et le personnage principal, le jeune gamin, va être joué par Oscar Desgagnés, lui qu'on avait vu dans L'Arracheuse de temps, qui faisait le jeune Fred Pellerin, avec les petites lunettes rondes. Alors, l'histoire, en fait, on va suivre un garçon de 11 ans, donc lui qui est joué par Oscar Desgagnés, qui est forcé de déménager avec son père dans un petit village perdu, mais il va découvrir des poules chez son cousin, puis il va y voir une occasion d'affaires, fait qu'avec une jeune youtubeuse du coin, ils vont démarrer la création d'une ferme de 500 poules pondeuses. Fait qu'il y a de quoi, là, justement, tirelire, combiner compagnie, tout à fait. et ce petit désir de business un peu de jeunes entrepreneurs. C'est Sébastien Gagné qui va réaliser Le Conte pour tous. Lui disait que c'était un honneur. Pour lui, c'est comme réaliser un Star Wars tellement que c'est mythique pour pour le Québec, jeunesse, effectivement. Pour notre culture à nous, c'est tellement gros. Puis on en parlait avec la sortie de Pas de chicane dans ma cabane, qui avait un peu cette vibration-là de Conte pour tous, justement. Et on se demandait pourquoi qu'il n'y en avait plus ou on exploitait moins ce créneau-là. Alors, bonne nouvelle. Espérons que le succès sera au rendez-vous. Voilà, le tournage débute en Estrie, fait que c'est plus pour l'an prochain qu'on aura le film Coco Ferme. Excellent. Moi, cette semaine, comme actu, j'ai relevé j'aurais plus potin un peu. On avait beaucoup de nouvelles la semaine dernière, mais j'espère que ce soit plus tranquille. Ouais. Fait que moi, je vais aller avec mon premier... pas potin, mais en tout cas. Ça concerne James Cameron, qui a fait une sortie cette semaine, annonçant qu'il ne réaliserait pas Avatar 4 et 5. OK. Donc, il passerait le bâton pour la réalisation. Je pense qu'après 10 ans de préparation pour le 2 et le 3, je pense que c'est un peu normal qu'ils soient un petit peu tannés, mais évidemment, on ne sait pas qui... prendra la relève. Ça sera à suivre. Et d'ailleurs, il a lancé un petit crack aux gens qui se plaignent des fois là, des films trop longs. Je sais pas si tu as vu ça passer. Non. Donc, il s'est dit, oui, OK, Avatar 2, il risque d'être 2h30, 3h, mais chialez pas parce que vous binge-watchez des séries pendant 8-10 heures en ligne. Donc, vous n'avez pas de raison de vous plaindre. Je ferais ça très drôle. Est-ce que, tu me fais penser, est-ce que le 2 qui va prendre l'affiche en décembre et le 3 ont été tournés en même temps? Okay. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne fait pas les autres. Là. Mais surtout qu'il... ça doit être quand même prenant, là, tu sais, passer... Je me trompe-tu ou il n'a rien fait entre le premier Avatar puis là, fait que ça fait comme... Ouais, fait que ça fait genre 15 ans, 20 ans qu'il est dans cet univers-là, puis dans des meetings, puis des subs, puis n'importe quoi. Puis de développement de technologie. Non, c'est fou. Il a vraiment consacré cette deuxième partie de cette vie-là à son univers. Ouais, c'est ça. Je me souviens pas si tu avais déjà parlé. Ça me rappelle justement Alex Garland quand il a fait Annihilation avec Nathalie Portman, justement, qu'on y reviendra. C'est une trilogie de livres, là. J'ai oublié c'est quoi le nom de la trilogie du phare ou quelque chose comme ça, puis de science-fiction. Puis là, j'avais lu le premier, puis j'ai dit, il faut que je lise les deux autres, tu sais, ça va continuer. Puis lui, il avait dit, non, j'ai juste fait un genre de... beaucoup inspiré du premier, puis j'ai comme sauté rapidement aux choses, parce qu'il a dit, ça me tente pas de faire un film aux 3 ans, donc d'être dans cet univers-là pendant comme 12 ans, puis de juste faire ça, fait que c'est comme, non, je l'ai fait une fois, lisez les livres, vous allez avoir l'histoire pleine, puis je fais, ok, ouais, j'avoue que c'est pas fou, là, tu sais, si tu veux vraiment, ou tu commences, finalement, ça manque de succès, fait que là, on coupe avant la fin, fait qu'il était... Ce qui peut être très frustrant, effectivement, pour un artiste. J'ai, une petite brève, tu te souviendras
souviendra de moi, le film quasiment inattendu que peut-être, j'espère que vous vous souvenez, le jeu de mots est trop Il a facile. encore changé de date, n'est-ce pas? Ben là, il est rendu au 4 novembre, Ouais, ça s'est statué. Là. Il y avait des échos là, qui, dans le milieu, on commençait à le savoir, mais là, c'est officiel, il y a eu un communiqué de presse. D'ailleurs, j'ai oublié de noter, c'est que le film va être en ouverture du festival, je pense, d'Abitibi-Témiscamingue, si je me souviens bien, fin octobre. Fait qu'une semaine plus tard, à peu près, il va prendre l'affiche sur nos écrans. C'est un film qui, initialement, devait prendre l'affiche au printemps 2020, qui avait été remis plein de fois, puis il était pas tourné le fer d'emblée, mais il est distribué par les films Opal, puis c'est eux qui ont toujours été malmenés. Là. À chaque fois qu'il y a eu des fermetures de cinéma, il y avait tout le temps des films, soit eux qui étaient à l'affiche ou qui allaient prendre l'affiche. On pense à Au revoir le bonheur, à Le Club Vinland, puis il me semble qu'il y en avait eu un autre même, fait que... Ben, en fait, tu te souviendras de moi, devait prendre l'affiche. Il y avait eu des premières déjà qui avaient débuté, puis ça a été mis sur la glace. C'est un film d'Éric Tessier qui avait fait Junior majeur, 51-50 rue des Ormes, Sur le seuil, dans un autre genre quand même. Une adaptation d'une pièce de théâtre aussi, d'ailleurs. Exactement, c'est ça qui Rémi Girard joue le rôle d'un professeur d'histoire qui tranquillement, ironiquement, perd la mémoire, fait qu'il est placé sous la garde d'une jeune fille un peu rebelle, jouée par Karel Tremblay. Donc, on espère que cette-ci sera la bonne, voilà. Quand même. Moi, de mon côté, écoute, si vous êtes un amateur fini de Batman, vous pourrez peut-être vous procurer le fameux costume de George Clooney de Batman et Robin. Celui qui a les mamelons. Celui avec les mamelons. Les bat nipples. Il va aux enchères et la somme de départ serait de 40 000 $. Donc, si vous avez un petit peu de lousse... C'est juste Warner Brothers qui vendent ça ou c'est pour une bonne cause? C'est une maison d'encan là, qui a plusieurs... costumes puis de props là, de différents films, dont le fameux costume, un des costumes portés par Clooney, parce qu'évidemment, ils en ont toujours quelques-uns dans ces productions-là. Je sais pas, j'ai pas vraiment de collection d'objets de films et tout. Ça serait intense d'avoir juste ça dans le salon sur un stand. Réaliser que je rentre pas dedans, puis ça sert à rien, tu sais. Je sais pas si ça faisait partie de tes nouvelles, mais un fun fact que tu m'as parlé plus tôt cette semaine, puis c'est les problèmes surtout au Royaume-Uni avec TikTok puis les films des Minions. Moi, ça m'a fait bien sourire, c'est que c'est comme un mouvement sur la plateforme TikTok qui encourage les jeunes à aller voir le film en suit up, là, en genre de tuxedo, bien habillé. Ouais, veston cravate. Puis de faire une certaine danse que je n'ai pas vue, je sais pas c'est quoi, mais pendant le film, sauf que là, ça, en se filmant et en filmant à l'écran, montrer que t'écoutes les Minions, blablabla. Puis là, ça dérangeait, si je comprends bien, tellement les projections et tout, que il y a des chaînes de cinéma là-bas au Royaume-Uni ils ont-tu arrêté de projeter les films ou ils ont juste... ils empêchent les gens de rentrer. C'est ça, les jeunes les doivent être accompagnés d'un adulte absolument, puis si t'es trop bien fringué, ça passe pas. Sauf que du côté de Universal, eux, ils ont juste tweeté comme à tous ceux qui se présentent aux Minions en costume, on vous voit et on vous aime. Là. Fait que ils encouragent ça parce que c'est du monde qui va voir le film. Et... C'est du marketing viral. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, au Québec, j'ai pas vu de cas comme quoi que ça serait propagé ou que si cela, les gens dérangent peut-être moins ici. Là. Alors, c'est tant mieux si c'est le cas. Là. C'est resté... Gardons ça comme ça. Oui, tout à fait. Moi, j'en ai une dernière. Concernant, moi, un de mes films policiers préférés. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir Heat de Michael Mann. Je l'ai vu il y a bien longtemps et je souhaitais le revoir récemment. Mais il dure 3 heures, c'est vraiment trop. Là, voilà. Donc, je pense que la fois que je voulais le partir, il était comme déjà tard le soir. Puis je dis une autre fois. Mais... Donc, c'était le premier film dont on voyait Al Pacino et Robert De Niro partager une scène. Parce qu'ils étaient évidemment dans The Godfather Part 2, mais jamais ensemble. Ouais. Alors que là, dans Heat, ils avaient une fameuse scène ensemble. Donc, semblerait-il que Michael Mann, en fait, c'est confirmé, il a signé une suite qui va sortir tout d'abord sous forme de roman cet été au mois d'août pour la version anglaise. Donc, l'histoire se passe un peu avant et après son film, mais il souhaite vraiment de le porter à l'écran. Donc, il l'a dit lui-même, je m'en cache pas. Le but ultime, c'est de l'amener au cinéma. Donc, je ne sais pas si ça verra le jour. Comme en recherche de financement, puis espère que le livre crée un buzz. Effectivement. Voilà. Donc, les droits seront disponibles à ce moment-là. Écoute, je suis pas mal certain que ça va trouver preneur. Là. Honnêtement, c'est un film, je pense que bien vieilli, qui est bien apprécié, qui n'avait pas connu un énorme succès. Là. Plus un succès d'estime, c'est en 95, si ma mémoire est bonne. Mais avec le temps, je pense que c'est un film que le public aime beaucoup. Reste à savoir si
on oserait ramener De Niro, Pacino. Je ne vendrai peut-être pas le punch, j'ai pas trop. Je me souviens plus, en le rajeunissant digitalement, je ne sais pas trop, on verra bien. Ouais, ça dépend comment l'histoire se passe, mais je crois que ça serait mieux de trouver d'autres acteurs. Peut-être. Parce que l'époque, justement, en parlant de De Niro, là, avec The Irishman et tout... C'était pas très concluant. Ouais, c'est ça. Là, à un moment donné, je ne vais pas faire de l'âgisme, là, mais un monsieur de 80 ans, même si tu rajeunis la face dans ses mouvements et dans son action, c'est pas autant convaincant. Là. Effectivement. Puis même, en tout cas, le rajeunissement aussi, c'est parce que tu le sais qu'il n'y a pas cet âge-là, fait que c'est pas juste du bon maquillage, c'est comme... Il est pas supposé avoir l'air de ça, mettons. Et ben moi, peut-être pour finir, parce que je pense qu'on l'a passé sous silence la dernière semaine, mais dimanche, on va être ce dimanche, le 10 juillet, on va être au Comic-Con avec l'équipe de Farador à 13h15. Fait que, écoutez, si vous écoutez l'épisode... assez tôt et que vous avez votre passe. Je sais pas si ça peut être sold out, ça, le Comic-Con? Non, il doit avoir... Je crois que oui, je pense qu'il y a une certaine limite, mais écoute, je pense que c'est comme 10 000 personnes là, par jour, avant de même. Là. Mais c'est déjà arrivé qu'il avait fermé, là, parce qu'il y avait trop de gens. Là, ouais. Peut-être que ça arrivera pour nous. Mm-hmm. Fait que, bref, dimanche, c'est inclus dans votre laissez-passer de la journée ou de la fin de semaine. Là. Puis à noter qu'on mettrait éventuellement cet événement-là en ligne dans notre podcast. Si on n'a pas de problème d'enregistrement et autres, on le rediffusera par la suite. Quelques bandes annonces sont toutes apparues hier ou presque, que ça tombe bien. Ben, en fait, il y a Niagara qui est de Guillaume Lambert qui est arrivé un petit peu plus tôt cette semaine. On avait un teaser depuis un certain temps, mais là, c'est la bande annonce complète qui est quand même assez succincte aussi, mais qui nous laisse comprendre que c'est trois frères qui s'entendent pas très bien finalement, joués par... Guy Jourdouin, François Pérusse, qui est comme très attendu de voir là-dedans pour les fans, et j'oublie Éric Bernier, c'est ça. Fait que qui doivent se rendre à Niagara Falls pour souligner un peu, si on veut, là, gérer le décès de leur père, mais qu'on comprend qu'ils n'ont aucune attache vraiment entre eux. Beaucoup de situations de malaise et de rire jaune un peu, je pense. Qui est vraiment l'humour de Guillaume Lambert. Pour ceux que le nom dit quelque chose, mais que vous ne le replacez pas, ben, il faisait partie de la distribution de Like Moi. Ouais. Donc, c'est blondinet, barbu. Et il avait tourné un film il y a quelques années aussi qui jouait dans ce registre-là là, de malaise et tout ça. Donc, moi, j'aime bien son humour. Alors, je suis très curieux de voir ce qu'il va accomplir avec ce trio d'acteurs-là. Ouais, je pense que ça va être... une comédie vraiment intéressante, peut-être qui paraît peut-être un peu plus nichée parce que c'est pas un humour grand public, mais je pense que c'est quand même très accessible. Bien hâte de voir cela le 16 septembre. Et il y a un autre film qui va sortir le 16 septembre, The Woman King, avec Viola Davis, qui est quand même qui a dépassé les 55 ans, mais c'est un bon rôle physique et d'action. On suit vraiment une troupe de guerrières africaines, mettons, qui viennent... qui veulent défendre finalement contre l'envahisseur blanc. Au générique, il y a Viola Davis, qui est comme un peu l'espèce de chef du clan. Aussi Lashana Lynch, qu'on a vu dans le dernier James Bond, qui faisait la nouvelle 007, justement. John Boyega, le Finn des derniers Star Wars. Puis l'espèce de blanc-bec qui vient conquérir avec les cheveux longs. Sa face me disait de quoi, puis j'arrivais pas à m'en souvenir, mais c'est Hero Finn Stephen, puis c'est lui qui est dans les séries After, justement, que... Le dernier volet va prendre l'affiche au mois d'août, là. Hardin, là, le sexy bad boy. Mais pour avoir vu la bande-annonce, je lève mon chapeau à Viola Davis qui s'est vraiment entraînée et elle est vraiment surprenante. Je ne sais pas si elle fait la majorité de ses cascades de scènes d'action. J'aurais tendance à croire que oui. Mais elle est vraiment spectaculaire à voir. Là. Ouais, parce que souvent aussi, même quand ils font pas pour que ton jeu de caméra et ton plan ait l'air crédible, faut que tu fasses un haut pourcentage, si on veut, de la scène d'action. Là. Tu commences la roulade, faut que tu commences le mouvement. Tu peux pas juste dire la phrase puis rien faire parce que là, on va toujours obligé d'avoir des plans de caméra truqués. T'sais. Fait que, non, on va faire une bonne partie. Fait que ça a l'air vraiment plus d'un film d'action, aventure, là, de bataille, mais où on suit vraiment un clan de femmes. Je pense que c'est comme inspiré librement là, d'une partie d'histoire vraie d'à quelque part, de quelque chose. Là. Fait que The Woman King, j'imagine, devait être la femme roi, quelque chose comme ça.
Et autre film qui rentre dans la catégorie, disons, de la course aux Oscars, assurément, c'est Amsterdam de David O. Russell, lui qui avait justement fait American Hustle, Silver Lining Playbook, The Fighter, tous des films de grand talent. Ouais. Et justement, le film va sortir en novembre 2022, fait que juste pour qu'on s'en souvienne au moment de voter. Il retrouve Christian Bale aussi, qui a été dans plusieurs de ses films. Margot Robbie, John David Washington, mais également, là, c'est une belle rasade de comédiens-comédiennes. Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Timothy Olyphant, Robert De Niro, Rami Malek, Zoé Saldana, même Mike Myers dans un rôle plus sérieux. Ce qu'on dit, c'est qu'une grande partie de cette histoire est vraie. C'est comme la tagline. Fait qu'on est dans les années 1930 où trois amis, là, donc Bale, Robbie et David Washington, qui sont témoins d'un meurtre, puis deviennent ainsi les suspects. Fait qu'ils vont devoir découvrir la vérité dans ce qui est dans un des scandales les plus choquants de l'histoire américaine. Une super belle... direction photo, on dirait, dans le film. Esthétiquement, ça a l'air magnifique. Ouais, c'est ça, l'espèce de trait des justement années 30, un peu jaune beigâtre. Je pense que ça a l'air d'avoir beaucoup d'humour à la David O. Russell, justement. Et je pense que ça pourrait compétitionner Babylone, qui traite dans les mêmes années et tout ça. Là. Donc, je pense que ça va être les deux gros... films qui vont se battre pour les nominations. Et ce que j'aime de David O. Russell, juste rapidement comme ça, c'est que c'est un peu à la manière de Wes Anderson. C'est un cinéaste qui se renouvelle constamment, qui va jouer dans tous les genres, les différentes époques. Donc, je trouve ça assez intéressant comme filmographie. Ouais, Babylon, qui est de... Damien Chazelle, c'est ça, de Whiplash et tout, qui lui devrait prendre l'affiche en décembre, c'est ça. Ouais, quasiment à Noël. Là, genre, je me demande si c'est pas Noël comme tel, le 25 décembre, une affaire de même. Que la bande-annonce n'est pas... disponible pour l'instant, mais ça devrait pas tarder dans leur cas, j'imagine. Alors, bande-annonce à voir pour des films de l'automne. Ben moi, je vais juste en glisser une petite dernière, parce que je suis très excité. Je sais que toi, t'es moins fan d'une partie de son univers, parce que Kevin Smith est comme un cinéaste schizophrène. Il y a une partie de sa filmographie qui est très réaliste, je dirais voir un peu sérieuse, et une autre plus disjonctée. Donc, Kevin Smith, c'est évidemment lui qui est derrière les fameux Jay and Silent Bob, mais aussi les Clerks. Et là, il avait annoncé quelques années déjà que ça circulait qu'il voulait tourner une suite, un Clerks 3. Donc, une deuxième suite à son film. Et là, on a eu finalement la bande-annonce. Le film devrait prendre l'affiche à l'automne. Et moi, je vais avouer que Clerks et Clerks 2 font partie de mes films préférés. J'étais un inconditionnel. Et là, il s'est inspiré en fait de sa propre vie parce que le personnage de Randall, qui est un des deux commis dans les films, va subir une crise cardiaque. Donc, il va avoir une remise en question. Et là, il fait... évidemment, Smith s'amuse à faire des références très méta où le personnage de Randall va vouloir tourner un film Clerks inspiré de leur vie, tout ça, un peu à la manière de Kevin Smith, parce que c'était inspiré vraiment aussi de lui. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'imagine que lui était le commis de club vidéo quand il était jeune. Effectivement. Du dépanneur. Donc, Kevin Smith, c'est également lui qui personnifie pas Jay, mais Silent Bob plutôt, du zoo Jay and Silent Bob, donc le barbu muet. Qui accompagne ce Jay-là. Mais ce qui est intéressant quand même dans les Clerks, pourquoi je disais que c'est un peu deux univers, c'est que ces personnages-là prennent vraiment, comment dire, ils sont en arrière-fond, là, ils prennent pas toute la place, contrairement au film de Jay and Silent Bob où ils sont au cœur de l'intrigue. Là, c'est vraiment de petits rôles, pour dire. Des clients à pâtède. Qui traînent devant les commerces et tout ça. Ouais, mais j'avoue que je m'engage à me taper tout cet univers-là avant la sortie de ce troisième volet pour voir si tout cela aura bien vieilli et suivi l'état d'âme des cinéphiles, si on veut. Alors, parlons des films qui prennent l'affiche. Il y en a un qui est déjà sur les écrans depuis quelques jours. Donc, Ligne de fuite de Myriam Bouchard et Catherine Chabot. Oui, exactement. Il y a souvent des comédies ou des films québécois l'été qu'on sort le mercredi qui, je sais pas, viennent bonifier la semaine. Voilà. C'est inspiré de la propre pièce de Catherine Chabot du même titre, Ligne de fuite. Pour l'adaptation au cinéma, elle s'est associée aussi à Émile Gaudreault, justement un grand adepte des comédies estivales québécoises.
Et au générique, on a de talentueux artistes, Catherine Chabot, certes, Léane Labrèche d'Or, et toutes deux étaient dans la pièce originale également. Ouais. Il y a Mariana Mazza qui complète le trio des trois protagonistes principales, et il y a tous leurs conjointes, donc Michael Gouin, Maxime de Cotteret et Victoria Diamond, qui elle également était dans la pièce originale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Ligne de fuite? C'est ces trois amis du secondaire et leurs conjointes qui se retrouvent annuellement, mais là, je pense que ça fait quelques années qu'ils n'ont pas pu se voir. On n'explique pas nécessairement à cause de la pandémie, mais peut-être qu'on présume. Alors, elles se font une super soirée, elles se rencontrent à Montréal. Alors, au menu, vernissage de la copine du personnage de Mariana Mazza. Ensuite, elles sortent au karaoké en ville et une fin de soirée dans le luxueux condo, justement, du personnage de Mazza. Où là, ça dégénère. En fait, un peu tout au long de la soirée, les tensions entre elles vont augmenter un peu au même rythme que l'alcool et que les confessions. Puis des fois, elles vont comme se séparer en deux, dire un peu des choses sur l'une sur l'autre. Fait que il y a une grande relation. Dans le fond, c'est des amis du secondaire, donc ça fait à peu près 15 ans qu'elles se connaissent. Ça doit être début trentaine, fin vingtaine, début trentaine, si on veut. Plus fin vingtaine, je pense, les personnages. Fait que c'est un peu ça. C'est comme le film. Là, je suis sorti du synopsis, puis je suis déjà dans l'analyse. C'est comme un film qui a plein de métaphores et de philosophie dedans, mais qui est super simple à écouter puis à absorber, finalement. Ouais. Fait que tu peux le voir juste de même, l'apprécier, puis décider de plus jamais en reparler, mais tu peux aussi vraiment en reparler parce que ça touche tout le monde. C'est comme des amitiés qui peuvent devenir un peu toxiques, des amitiés que tu gardes depuis vraiment longtemps. On parle quasiment d'une rupture amicale, finalement, de quelque chose qui est assez singulier puis qui peut paraître déchirant. T'sais. Et peut être parfois brutal aussi, comme c'est le cas dans ce film-là, quand ils commencent à déverser leur fiel, justement. Là, c'est assez intense. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment un film à discussion. On sort de là un peu ébranlé. On aborde beaucoup de sujets d'actualité, mais avec intelligence, avec finesse. On ouvre le dialogue. Donc, c'est très, très bien écrit, honnêtement, et très bien joué aussi. Vraiment, le trio de comédiennes sont très, très forts. Et moi, petit coup de cœur pour Victoria Diamond, que j'ai vraiment aimé. Et c'est intéressant aussi d'avoir le côté anglophone, canadien-anglais de la chose, qui porte un regard sur les Québécois. Mm-hmm. On n'aime pas beaucoup ça, se faire critiquer, nous autres, les Québécois, donc j'ai aimé ça. J'ai trouvé qu'il y avait du guts de mettre ça dans le film. Oui, absolument. Puis justement, là, ces 6 protagonistes-là, il y a le couple de Catherine Chabot et Maxime de Cotteret, qui, eux, dans le fond, c'est... Le couple rangé moderne. Oui, c'est ça. Les 3 filles viennent de Beauce, mais il y en a 2 qui sont établies à Montréal. Eux sont encore en Beauce. Ils ont une petite maison bien en banlieue. Lui est plombier, elle est comptable. Ils n'ont pas encore d'enfants, mais tu sais ça, là, la ligne droite, là, tout est, leur avenir est tracé devant eux, si on veut, dans le stéréotype. Tu as le couple Labrèche d'Or et Michael Gouin qui sont plus gauche... pas bobo parce qu'ils sont pas riches du tout. Elle qui est chroniqueuse pour Radio-Canada, chroniqueuse culturelle, pas culturelle, un peu d'opinion, quelque chose comme ça dans une radio de Radio-Canada. Lui qui est prof de philo. Fait que tout au long de la soirée, c'est toujours lui qui ramène des thèmes un peu lourds, un peu le vaniteux, là, qui va un peu avoir l'air plus intelligent que les autres, donc meilleur. Eux, ils sont dans une relation de couple ouvert aussi. Ils en parlent haut et fort. Et le dernier couple, là, c'est le couple homosexuel de Mariana Mazza qui, elle, est vraiment dans la finance. Elle fait de la grosse argent, comme on dit. On ne sait pas exactement ce qu'elle fait, mais on comprend qu'elle est très respectée dans son milieu puis elle a beaucoup de succès. Puis sa copine, qui est une artiste de sculpture, fait que beaucoup plus ouverte sur le monde puis le côté... je sais pas, de la beauté puis vivre l'instant présent puis qui est comme magnifique, justement. Fait qu'il y a toutes ces relations-là. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un est en retrait, on dirait que tout le monde parle de l'autre personne. Fait que tu viens à aimer plus quelqu'un jusqu'à temps que tu vois ses torts, ses travers, tu prends plus pour un autre. Donc ces 6 personnes-là représentent tellement de facettes et de stéréotypes de la société que, comme tu disais, on attaque beaucoup de choses en même temps. Le film est très rapide, à peu près 1h30. Fait que... Il n'y a pas de temps mort. C'est très punché. C'est ça, très rythmé. À l'origine, la pièce était un huis clos pendant une pendaison de crémaillère. Puis c'est le travail de scénarisation. Ils ont voulu casser ça.
Fait que c'est pour ça que c'est devenu une virée là, de 3 étapes dans la ville. Il y a de la mise en scène qui est assez simple mais très efficace sur certains traits parce que ça parle tout le temps. Puis c'est comme la vraie vie, si tu vas te promener en ville en groupe de 5-6 amis, tu vas pas nécessairement parler les 6 en même temps. Il y en a 2 qui parlent, 3 qui parlent, un qui est tout seul, il y en a un qui est au téléphone. Fait que le jeu de caméra pour pas tout le temps couper, c'est souvent des mini-plans séquences un peu sur les trucs, les scènes. C'est vraiment bien fait, cette fluidité-là. Puis à la fin, on se retrouve là, dans l'appartement un petit peu plus huis clos. Là. Ouais. Et soyez avertis que c'est pas une comédie si grand public, là, comme on est habitué des fois l'été de voir au Québec, là, de père en flic ou bon cop, bad cop ou menteur qu'on a eu, le là. guide de la famille parfaite. C'est ça. Donc, on le vend un peu comme ça, mais soyez avertis quand même que c'est un film là, qui brasse un peu. Ben, il est visé de 13 ans et plus. Fait que déjà... Ouais, et déjà dans la forme aussi, c'est très accessible, là, mais moi, je pourrais faire une comparaison, puis autant dans la vision du film, Québec-Montréal de Ricardo Troggi, où on avait une vision très masculine des couples, des relations. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une version très féminine aussi sur cette génération-là, parce que Troggi aussi, c'était un peu même tranche d'âge là, qu'on explorait. Donc, je trouve que c'est un peu le pendant féminin peut-être de ça. Vraiment, mais c'est à voir. On vous le conseille fortement. J'avais lu que Catherine Chabot, au moment de l'écriture de la pièce, donc peut-être en 2015-2016, sans prétention, là, mais ce qu'elle voulait faire, c'était parler des thèmes qui la touchaient, elle, dans cette genre de mi-vingtaine, début trentaine. Puis, elle avait été happée par un peu le déclin de l'Empire américain. C'est-à-dire que ce que ce film représentait pour une génération... elle s'est dit, j'aimerais ça faire la même chose. Fait que, comme on dit, en toute humilité, peut-être que ce ne sera pas aussi iconique, mais il y a quand même une pièce à succès qui maintenant est en film, fait que ça augure très bien pour ça. Mais bref, de trouver les thèmes de sa génération, puis d'en parler. Fait que oui, on parle dans ce film-là d'éco-anxiété, de fonder une famille. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien parce que la planète se porte mal, puis les choix personnels, faire de l'argent ou être pieux, ou tu sais... plein de thèmes comme ça que le film ne prétend pas donner les réponses, mais il pose plein de questions, donc on se remet nous-mêmes en question. C'est pour ça que je disais qu'un peu au fil du récit, tu t'attaches plus à quelqu'un, puis finalement, tu n'aimes pas les choix qu'il va faire, puis des trucs comme ça. Il porte vraiment un miroir à la société actuelle. Et sur ça, c'est très réussi. Voilà. Et on a pu s'entretenir avec plusieurs des artisans et artisanes du film. Fait qu'on va avoir un épisode spécial là-dessus qui, s'il n'y a pas de problème, devrait être disponible dès lundi, donc le 11 juillet. Alors, on vous invite à aller voir Ligne de fuite au cinéma. Et c'est une discussion très intéressante, surtout que, tu sais, souvent, on arrive à parler du film sans divulgacher, mais là, toute la thématique du film est vraiment intrinsèque avec ce qui se passe, donc... c'est vraiment mieux, je pense, de voir le film avant. Là, ça va rapidement tomber dans le divulgachage de certains événements par rapport au récit. Excellent. Alors, allons dans un registre complètement différent. Dans un film de Marvel, je le vous disais d'entrée de jeu, donc 29e production du MCU. Probablement l'une des plus disjonctées, une des plus drôles. Thor Love and Thunder de Taika Waititi qui revient. Il nous avait donné Thor Ragnarok il y a quelques années. Alors que... où retrouve-t-on notre cher Thor quand on l'avait quitté? Évidemment, ça n'allait pas très bien dans sa vie. Non, c'est ça. Il venait de vaincre Thanos, certes, mais on se souvient, ça a fait très plusieurs, qui avaient pris du poids. Il se consolait dans la boisson et... Il avait un look à la de Big Lebowski. Oui, c'est ça, de Dude, qui, c'est ça, avait refermé son cœur et se cherchait finalement. Alors, il était parti avec les Gardiens de la Galaxie pour vivre d'autres aventures. Donc, on le reprend à ce moment-là. Fait que, à sa façon unique à lui et de quelqu'un que tu sais quasiment qu'il est dans un train wreck, là, tu sais, qu'il va pas bien, mais il faut qu'on lui demande de l'aide. Puis, en tout cas, c'est comme s'il se met ses énergies dans le travail, tu sais, parce que lui-même, c'est drôle, parenthèse, dans le film, souvent, il fait rapport à sa job, tu sais. Être dans les Avengers et tout, c'est son travail, tu sais.
Fait que, bref, il réfléchit sur sa vie, sa crise existentielle, mais pendant ce temps, il y a un massacreur de dieux nommé Gore, en anglais Gore the God Butcher, qui va commencer à tuer tous les dieux de l'univers par vengeance personnelle. Alors, Thor va se séparer un peu des gardiens, vont chacun faire leur aventure. Fait que c'est pas un film des gardiens de la galaxie, c'est vraiment de Thor. Et il va retrouver son ami, entre autres, Korg, le géant de pierre, Valkyrie et Jane Foster, jouée par Natalie Portman, qui n'était pas présente dans le précédent volet. Et qui revient dans une version féminine de Thor. Exactement, Mighty Thor, que je pense qu'on vous laissera découvrir dans le film pourquoi, mais qui est son égal finalement. Alors bref, tous eux ensemble vont devoir s'unir pour vaincre Gore et son plan machiavélique. Donc, attendez-vous à entendre beaucoup de Guns N' Roses. Oui, la bande. Dans la bande-annonce, on avait utilisé une chanson, mais il y en a plusieurs dans le film. Oui, exactement. Je sais pas si c'est comme un concert. Taika est chumé avec Axl Rose ou Slash. Il est parti sur une lubie, tout simplement, à ce moment-là. Je vous disais, justement, que c'est très drôle. Je pense que c'est vraiment, honnêtement, le plus drôle des films de Marvel. Déjà que Ragnarok, il donnait complètement un autre ton à la série de films Thor, parce qu'on en parlait hors d'onde du premier film qui était très shakespearien avec Kenneth Branagh. C'est ça, j'avais oublié que c'était Kenneth Branagh un peu qui avait fait ça. Là. Même s'il y avait quand même un peu d'humour, mais on était dans un autre ton, alors que je me souviens juste du look, là, qu'il y avait les sourcils bleachés, là, il était blond, et tout. Alors, beaucoup d'humour. Une histoire, somme toute, assez simple, mais honnêtement, j'ai trouvé très efficace. J'ai vraiment adoré Christian Bale dans le rôle du méchant. Évidemment, c'est un très bon comédien. Et je trouve que c'est toujours une recette gagnante d'avoir un méchant humain. Je pense que c'était un des problèmes on remonte assez loin, mais Avengers Age of Ultron, où c'était juste un robot ou des robots, ou quand on a une créature faite numériquement, c'est toujours moins intéressant que d'avoir un vrai comédien qui incarne, même s'il y a un look à la Voldemort assez assumé, je présume. Ouais, ben il devient comme il met la main sur une super arme maléfique, fait que plus il est comme possédé par l'énergie de cette arme-là, plus il devient blanc, plus les dents ils deviennent dégueulasses. Un hybride entre Voldemort et Gollum, là, genre. Oui, je sais pas. On sait que Christian Bale est un méthode acteur très dédié. Je sais pas s'il s'est fait vraiment tatouer les trucs sur sa peau. Je penserais pas. D'après moi, il s'est rasé pour vrai, ça. Probablement. Mais d'ailleurs, savais-tu... quand il a accepté le rôle et tout, puis parenthèse, chapeau pour Taika Waititi, parce que son film d'avant, c'était Cate Blanchett qui faisait la vilaine. Là, c'est Christian Bale. Fait que c'est pas des deux de pique, là. Non. Et il voulait vraiment qu'il ajoute dans le film une scène comme... c'est dans un vidéoclip de Aphex Twin, là, qui est de la musique électro assez agressive là, du début 2000. Okay. Puis il y a un clip vraiment weird, là. Genre, tu montres pas ça à tes enfants, là. Justement, il y a plein de petits-enfants avec une tête adulte, puis là, il libère une espèce de créature très forme de Slenderman, là, très maigre et grande. Ouais. Puis là, la créature fait une espèce de cri super long qui va de pair avec le cri qu'il y a dans la chanson, là, genre un gros cri distorsionné, mais qui dure comme vingtaine de secondes non-stop. Puis là, il produit tellement d'air en sortant de sa bouche qui est comme déformée, beaucoup trop grande, quasiment à la Ghostface un peu, là, mais avec des dents. Puis là, tout survole dans la face d'une petite grand-mère apeurée. Fait que lui, il était comme, hey, ça marcherait vraiment bien sur ce personnage-là. Je sais pas à quel moment dans le film, peut-être sur un enfant, il l'aurait fait. Fait que, il dit, Taika remplit sa promesse. Ils ont tourné la scène, ils l'ont fait, mais là, au niveau du côté de Marvel Disney, là, ils ont fait, c'est parce que ça devient vraiment trop épeurant pour le reste du film, là. Fait que finalement, elle n'est pas dans le film. Je sais pas si ça va être sur des bonus DVD ou quoi que ce soit, puis je sais pas serait le fun de le voir. À quel point ils ont fait l'effet. Peut-être qu'ils ont tout mis le After Effects, puis le CGI, puis toutes ces affaires-là pour témoigner de ça. Là. Je pense pas que c'est disloqué à mâchoire pour vrai. Fait que, bref, quand tu dis son inspiration et son méthode acting, tu vois, c'est comme si du côté de Thor, tout est flyé, tout est multicolore. Tu sais, on retrouve aussi l'espèce d'escalier, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, le chemin multicolore qui sert à voyager comme Heimdall il faisait. Fait que lui, il peut faire ça avec Windbreaker. Puis, fait que tu sais, tout est super coloré, super flyé. Puis lui, il est en noir et blanc, il est sérieux, il fait
pas de blague. Fait que... D'ailleurs, esthétiquement, le film est très, très beau. Les mondes qu'on nous présente sont visuellement intéressants. Et il y a une séquence, justement, en noir et blanc aussi, quand on arrive dans le monde où se terre, où se cache le God Butcher. Je trouve ça intéressant, justement, d'aller dans la palette noir et blanc. C'est ça, parce que lui, il se sert du monde des ombres. Alors, ça vient tellement contrasté. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que le film permet à Thor et Jane d'avoir leur discussion post-break-up, même si ça fait comme 8 ans, comme il mentionne, mais il s'était jamais revu. Il y a ça, et il y a la relation aussi avec son arme, parce que dans le fond, Mjolnir avait été détruit par le personnage de Cate Blanchett dans Ragnarok. Fait que là, il s'était fait Windbreaker, une espèce de hache géante. Avec, c'est Peter Dinklage qui l'avait aidé à fabriquer ça. Puis, sauf que là, il retrouve son marteau, parce que c'est ce que Mighty Jane utilise. Son ancienne flamme, exactement. Part, fait qu'au travers de son malaise à revoir Jane, il s'ennuie de Mjolnir, fait que là, sa hache de lui est comme jalouse de ça. Et ces scènes-là sont vraiment très, très bonnes. Il y a vraiment d'excellentes idées dans le scénario, honnêtement, et moi, j'ai vraiment aimé. C'est très petit, mais juste de transformer le New Asgard en espèce de parc de thématiques, tout ça. Là, touristique vont là pour tout ça. Je trouve ça vraiment génial. Donc, vraiment, tout au long du film, il y a des petites pépites comme ça. On parlait de Bale, qui est un acteur qui se commet beaucoup. Également, Natalie Portman et Hemsworth se sont pas mal entraînés pour le film. On l'avait vu dans les bandes annonces. Là, Portman, qui habituellement est vraiment assez mince, et là, a vraiment pris du coffre, des muscles. De bras. Ouais. Donc, elle s'est entraînée 10 mois avant le film, avant le tournage. Donc, 4 mois de mise en forme, puis après ça, 6 mois vraiment d'entraînement de boxe. Okay. Donc, j'entends de plus en plus ça pour les comédiens là, qui s'entraînent. On dirait que c'est rendu à la mode, là, suivre un entraînement de boxeur, que ça a l'air que c'est l'entraînement complet, finalement, qui aide à développer de la masse musculaire. J'imagine aussi que ça peut pas nuire si après tu veux rendre des scènes de combat puis des choses comme ça. Là. C'est mieux que juste pousser de la fonte, je pense. Effectivement. Et même Hemsworth aussi, j'ai lu qu'il en fait... c'est là qu'il était à son plus gros, à son plus musclé. C'est quand même la 8e fois là, qu'on le voit en Thor. Et il a atteint... j'ai quand même été surpris. J'aurais pensé qu'il aurait pesé plus, mais il disait 230 livres. Ouais, mais il doit être à 8% de body fat. C'est hallucinant. Là. Une des scènes, on aurait dit quasiment Arnold Schwarzenegger. Là. Il se retrouve nu. Oui, pour le plus grand plaisir des dames. Ouais. Mais je sais que lui, il haït ça. Il avait déjà dit ça, qu'il haïssait ça, être en chest puis tout le temps. Je pense évidemment, il ne veut pas être associé à cette image-là nécessairement. Ouais, mais à la limite, c'est que comment ça se présente dans ce film-ci, c'est plus naturel que juste la fameuse scène de « je vais changer de t-shirt pendant que t'es là ». Clairement, oui, c'est ça. Hemsworth est toujours excellent. Vraiment, il y a un timing comique incroyable. Et depuis Ragnarok, c'est le fun qu'on l'utilise. Cette version-là d'un Thor, c'est ça, très... c'est aussi, je pense, dans les Avengers, quand ils l'ont réuni avec les autres qui ont été plus capables d'établir c'est quoi sa place, puis que ce gars-là, il est un peu simple. Oui, c'est ça, exactement. Genre, il est bien fondé, mais c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, ou le pogo le plus dégelé de la boîte, comme on dit. Puis là aussi, là, souvent, c'est speech, c'est comme, OK, c'est le moment que je fasse un speech, puis il s'emporte, puis finalement, au milieu de phrase, il dit, je sais pas où je m'en vais avec ce discours-là, mais en tout cas, on y va, là, t'sais. Fait que, c'est très sympathique. C'est très film d'été, justement, un bon blockbuster. Initialement, je me souviens plus qu'est-ce qui devait être quand, mais il y a eu un changement dans le calendrier, puis ça fit bien comme ça. Là. C'est beaucoup plus léger que le Doctor Strange, par exemple, qu'on a vu récemment. Et moi, j'ai un plaisir de retrouver Natalie Portman, parce qu'il y a une longue histoire d'amour entre moi et Nathalie, mais aussi Tessa Thompson, que j'adore beaucoup, qui joue Valkyrie, et tu l'avais mentionné tout à l'heure avec le film Annihilation, les deux, Portman et Thompson, jouaient dans ce film-là. C'est donc, vrai, une retrouvaille. Et ça a l'air qu'ils sont vraiment de bonnes amies dans la vraie vie.
Et on voit qu'une chimie palpable, là, tout ça. Les trois, en fait, aussi, Thompson avait joué avec Hemsworth dans tentative de relancer la franchise Men in Black qui avait moins fonctionné. C'est vrai, mais, puis c'était vu dans Ragnarok, puis c'était quasiment le même été, je pense, ou presque. Là. Ouais, tout à c'est fait. ça. Mais non, là, Men in Black 4, c'était assez catastrophique, là, en tout cas. Et petit potin comme ça. Donc, vraiment, Thor, je pense, c'est rendu une affaire de famille pour la famille Hemsworth. Parce que le petit bébé Thor, au début, c'est Tristan Hemsworth. Donc, le fils quand de on voit, Chris. parce que Korg raconte l'histoire. Ouais, un peu, c'est là. ça. Okay. Et d'ailleurs, le film a une structure un peu, pour les plus vieux comme moi, de Mad Max Beyond Thunderdome, avec Mel Gibson, le fameux Mad Max, donc, où il doit sauver des enfants prisonniers, et à la manière aussi on raconte comme sous forme de légende à des enfants. Tout. Donc, je pense que Waititi s'est fait plaisir. Et la fille de Gore, qui n'a pas de nom, je pense officiellement dans le film, c'est la fille de Chris Hemsworth, India. Qui, elle, on risque de revoir probablement éventuellement dans l'univers Marvel. Ouais. On n'en dit pas plus. Puis, comme d'habitude, une scène mi-générique et post-générique. Ouais. Pas les plus pertinentes nécessairement, mais qui viennent ouvrir l'univers puis nous évidemment, ouvrir le monde des possibilités. Mais je sais pas si toutes ces choses-là vont arriver. On se souvient à la fin des Gardiens de la Galaxie 2 qui avait présenté Adam Warlock, mettons. Là. Mais lui, il va être dans Guardians of the Galaxy 3. Ah, ok, bon, c'est ça. Ouais. Ils prennent leur temps. Oui, des fois, les teasers comme ça peuvent prendre plusieurs années avant de se matérialiser. Ouais, ça sera peut-être même plus le même acteur rendu là. Tu choisis, tu le casses, tu dis hey, ça fit bien, puis tu fais le film 10 ans plus tard. C'est pas bien. Finalement, il est trop vieux. Fait que Thor, Amour et tonnerre en français. Et on l'a mis dans la bande-annonce, on l'a pas dit, mais il y a Russell Crowe aussi qui joue. Je sais pas si tu voulais le garder secret ou on le voit dans la bande-annonce. Oui, c'est ça. Qui joue le rôle de Zeus. Fait que il y a Zeus un peu à la manière gréco-romaine. Oui, c'est ça. Un peu sur la déchéance et tout ça. Là. Donc, très, très drôle. Disons. Préoccupé par les orgies. Ouais, c'est ça, mais il serait. Comment on appelle ça? Non, t'as progressiste, puis l'autre conservateur. Ouais. C'est ça. Plus du côté. C'était bien mieux dans le temps. Et allons. Je pense que c'est bon pour Thor. Oui. On ira le revoir. Sinon. Voilà. Sinon, un autre film offrande. Un peu plus, j'aurais peut-être pas attendu, mais qui pourrait intéresser un certain public. Donc, le film français de la semaine, parce que depuis plusieurs... ça roule pas mal, il y en a beaucoup de sorties. Donc, Presque d'Alexandre Jolien et Bernard Campan. Exactement, qui est un comédie style road movie, dans le fond, et quasiment récit initiatique, là, mais c'est parce que souvent, coming of age, on va donner ça pour du 20 ans et moins. Ouais. Là, ce serait comme un coming of age de 50 ans, mettons, de 40 ans. On suit Bernard Campan, qui est un croque-mort de Lausanne, qui part livrer le corps d'une dame dans le sud de la France, parce que, bref, les funérailles vont avoir lieu dans une autre ville. Et il ignore que le coursier handicapé qu'il avait rencontré la veille par un petit accident de la route, c'est comme caché dans son corbillard. Fait que là, il va être comme coincé un peu avec lui, puis à chaque fois qu'il veut le remettre sur sa route, il se retrouve un peu à le garder avec lui. Fait que c'est pas slapstick, là, c'est vraiment plus... humainement, vont se connaître. Fait que le personnage de Alexandre Jolien est... on appelle ça... qui est né infirme moteur cérébral. Fait que lui-même est ça. En fait, tout le film est comme inspiré pas de leur histoire, mais de leur relation un peu. Parce que Bernard Campan est un humoriste comédien. Là. Ce n'est pas un croque-mort dans la vraie vie. Mais Alexandre Jolien, lui, est réellement un philosophe puis écrivain suisse. Puis les deux hommes se sont rencontrés par une fortuite rencontre sur un plateau de tournage d'une émission X il y a une quinzaine d'années et ont développé une amitié. Infirme moteur cérébral, c'est qu'à sa naissance, il s'était un peu étranglé, avec le cordon ombilical, fait que ça comme amoindrit certaines capacités physiques. Mais mentalement, il est là à 100% et plus intelligent que bien d'autres. Là. Dans la vraie vie, c'est ça, c'est un philosophe. Son personnage aussi est plus bohème, mais tu vois qu'il est quand même passionné de philosophie, il raconte souvent des affaires de Spinoza. C'est les films philosophiques cette semaine au menu. Et Spinoza est à l'honneur depuis quelques temps, c'est la saveur. Je pense que dans une révision de film québécois aussi. Oui, c'est vrai, oui, absolument. Ouais.
Fait que, bref, fait que la relation entre les deux, c'est que tu vas voir que le personnage de Jolien est vraiment positif parce que lui, il veut toujours combattre. Chaque journée, j'essaye de m'émanciper, mais moi, on me remet toujours dans des boîtes parce que physiquement, j'ai des handicaps, je bégaye, j'ai pas le contrôle à 100% de mes membres, je boite un peu. Et de l'autre côté, ben, on a le personnage de Campan qui est plus un homme assez froid, qui fait sa job, puis qui a, il a pas le temps de niaiser tant que ça. Là, au fil de leur rencontre, on va comprendre le bagage de chacun d'eux. C'est pas nécessairement un film où les deux vont grandir l'un de l'autre. C'est surtout le personnage de Campan qui va apprendre de l'autre. Le film est aussi très... quand même expéditif, là, 1h30. C'est vraiment, ben, on va dire comédie dramatique, mais je dirais quand même surtout comédie, là, mais dans le... Ouais, c'est ça, le road movie que... Ils vont rencontrer d'autres mondes. Le film nous présente aussi que, naturellement, les femmes vont être plus empathiques à la cause du personnage de Jolien, qui s'appelle Igor, plutôt que les hommes qui, eux, vont être plus comme arrête de niaiser, puis il subit beaucoup le regard des autres à travers ça. On parle aussi du droit à la sexualité, de ceux qui ont des corps différents, des choses comme ça. Mais la chimie entre les deux fonctionne super bien parce que c'est des amis dans la vie et ça paraît dans le film. Campan a l'air d'avoir quand même du plaisir pas mal à jouer ce personnage-là plus froid un peu qui va se faire casser tranquillement. Mais je sais pas si quand je le décris, ça a l'air très stéréotypé, mais ça l'est pas, genre. C'est comme le récit est quand même assez classique, mais c'est très charmant comment c'est fait. Fait que c'est prendre une recette connue, mais bien la faire, finalement. Alors, c'est un peu ce que j'ai à dire pour Presque, voilà. Qui, presque, en fait, pour terminer, fait référence à une des séquence du film où quelqu'un il dit « Hey, t'as l'air... c'est fou, t'as l'air normal. » Puis lui dit « Presque. » Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est par rapport à être quasiment correct ou quasiment là où tu voudrais être ou là où tu dois être. Fait que ça s'applique pas juste à lui puis ses problèmes corporels, mais finalement à tous les personnages un peu du récit qui vivent divers événements où ils sont un petit peu à côté de là où ils devraient ou là où ils voudraient être. Voilà. Il y a d'autres sorties un peu plus limitées, comme d'habitude. Il y a la comédie / chronique existentielle Playlist, qui est aussi un film français. C'est de Niné Antico, qui réalise le film. Première réalisation, je ne vais pas me tromper, je pense que c'est sa première. Et c'est une BDiste. Donc, c'est l'inspiration, l'adaptation de ces BD qui déjà sont inspirés à peu près aux 3/4 de sa vie. Fait que on est plus dans la crise de la vingtaine ici. Une jeune Parisienne qui rêve du grand amour, elle travaille dans une maison d'édition de bande dessinée où elle souhaiterait que l'on publie un jour ses dessins. Fait qu'on remonte à quelques années dans sa vie. Film en noir et blanc, d'une grande beauté. C'est Sarah Forestier qui joue le personnage principal, qui est très, très attachante. On expose beaucoup d'une façon un peu pince sans rire, un peu comédie noire, le monde parisien qui est vraiment dominé par des hommes, peut-être aussi dans le monde de l'édition et des grandes boîtes et des grandes business. Comme je dis, on est dans la crise un peu de la mi-vingtaine où on cherche un sens à sa vie, on cherche l'amour. Une fois que tu as fini tes études, puis tu es comme, OK, à cette heure qu'on me tient plus par la main, je fais quoi là maintenant? T'sais, comment je gère ma vie? Fait que, côté très charmant. J'ai pas eu la chance de le voir encore, mais je vais vraiment essayer d'aller le voir. Ça a l'air super bien, puis c'est ça. Ouais, ça m'appelle. Ouais, la thématique aussi m'interpelle. Ouais, tout ce qui est comme, c'est ça, crise existentielle, mais un peu de remise en question de pourquoi ou vais-je, qui suis-je, là. Je trouve ça toujours fascinant. Étant un passionné de bande dessinée, bien évidemment, le milieu m'intéresse. Ouais, puis je vais regarder, c'est ça, ces bandes dessinées, je ne les connaissais pas. Non, moi non plus, honnêtement. Je sais même pas, j'ai pas regardé comment il s'appelle, s'il s'appelle Playlist également, ou je ne sais pas. J'imagine aussi qu'il y a un rapport à la musique, peut-être, à découvrir tout le monde ensemble. Et la comédie Marcel the Shell with Shoes On, donc on pourrait dire Marcel, pas la coquille, mais un shell, c'est un cristal, le mollusque, ouais, genre le mollusque avec des souliers, qui est juste en version anglaise. C'est un film qui est distribué par A24, c'est pas eux qui l'ont produit, mais ils ont ramassé assez tôt dans le projet. C'est un documentaire, donc un faux documentaire. C'est la suite du court-métrage de 2010 de Dean Fleischer-Camp. Je pense que le court-métrage est disponible sur YouTube. Fait que, comme souvent, un court-métrage, on aime bien ça, voici de l'argent, fais-le en long-métrage. Fait que c'est une équipe de tournage qui filme un mollusque qui s'appelle Marcel, qui a une vie paisible dans une maison humaine.
Mais là, sa vie va être bouleversée quand il part à la recherche des membres de sa famille. Donc, en quête de solitude, fait qu'il parle à la caméra et tout. C'est en prise de vue réelle. OK, moi, c'est ça que je me demandais. Est-ce que c'est fait qu'on filme une vraie maison, des vrais trucs, mais D'accord. Marcel, lui, est en stop motion au travers de ça. Fait que c'est super beau esthétiquement comment c'est fait. Mais là, écoute, j'ai pas eu la chance de le voir. Je pense qu'il est peut-être juste à Montréal pour le moment. Puisqu'il n'est qu'en anglais. Bref, Marcel the Shell with Shoes On. Il a joué dans quelques festivals et autres. Là, tu sais, la vibe A24 de films je sais qu'il y avait, artsy sympathiques. Un bon petit buzz alentour de ce film-là. Là, depuis quelques semaines qu'il commence à ouvrir dans plus en plus de salles. Donc, ouais, c'est ça. Je pense qu'il est sorti aux États-Unis il y a 1 ou 2 semaines. Il a dû faire une couple de festivals et tout. Fait que il est à l'apogée de son buzz en ce moment, je pense. Alors, ça conclut cet épisode du balado. La semaine prochaine, en fait, lundi prochain, prochain épisode, dépendamment quand vous écoutez ça, notre spécial sur Ligne de fuite va sortir. Après, par contre, on va prendre une pause de quelques semaines. Il faut prendre des vacances dans la vie. Et voilà. Faut aller se reposer. Et comme on n'est pas un couple dans la vraie vie, nos vacances ne sont pas en même temps non plus. Fait que, on va prendre un répit l'un de l'autre. Mais on vous laisse pas en peine, on va préparer un épisode spécial pour l'été, donc certains films qu'on a déjà vus en primeur, qu'est-ce qu'on attend le plus au courant de l'été puis des prochaines semaines. Ouais. On risque d'avoir aussi d'autres épisodes qu'on a préenregistrés qui vont arriver dans les prochaines semaines. Ça se peut qu'il y ait des semaines où il n'y a rien, mais on revient peut-être à la mi-août à peu près, on retourne en formule traditionnelle là, de... Chaque semaine, on vous accompagne dans les nouveautés et on va pouvoir recouvrir certaines sorties québécoises spéciales. Mais oui, vas-y. Ouais, et comme on adore le cinéma et même en vacances, on va continuer à aller voir des films. Donc probablement qu'on fera un petit bilan aussi finalement de ce qu'on a aimé et moins aimé peut-être. On va faire notre pronostic de quoi voir, puis au retour, qu'est-ce qui nous a charmé, qu'est-ce qui nous a déçus. Et si on voyage, si on va voir des salles de cinéma à travers la province, le pays ou le monde peut-être, je sais pas. Non, moi je pense pas que je vais voyager dans le monde. Bref, pour nous contacter d'ici là, écrivez-nous entre-temps, ça va nous faire plaisir, au balado au singulier @monciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, c'est lui avec la nouvelle édition avec le Léane Labrèche d'Or en couverture, qui est de la distribution de Ligne de fuite, est disponible. Alors là, de tous les beaux articles pour le mois de juillet et août. Tu en avais fait un chronique sur Toy Story, si je me souviens bien. Oui, effectivement. On fait un petit retour sur le phénomène qui était Histoire de jouets. Et j'ai eu l'occasion aussi de m'entretenir. Donc, avec Léane Labrèche d'Or aussi, on a petite entrevue avec elle. Et bref, visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, on vous souhaite bon cinéma et de la bonne bière asgardienne.